Comme dans le passé, le cours sera donc suivi d'une conférence, ce qui s'appelle séminaire, avec un invité et puis une discussion. Et je vous rappelle également que cette année, nous aurons, comme nous l'avons aussi fait parfois dans le passé, un colloque final. Donc vous aurez une série d'invités chaque semaine après le cours et un colloque final qui, je crois, a lieu le 12 mai, si je ne me trompe, je les ai distribués un petit peu... Oui, un petit peu au hasard, entre le séminaire et le colloque final. Non, je crois qu'il y avait une raison, une rationalité. J'ai plutôt invité au colloque final des gens qui viennent de plus loin, en souhaitant que les gens qui sont plus près puissent se joindre au colloque final puisqu'ils sont parisiens. Voilà, je crois que c'est ça la rationalité. Donc, notre premier invité aujourd'hui, je crois que vous pouvez trouver le programme du séminaire et du colloque sur le site, vous pouvez le trouver dans la cour, vous pouvez le trouver partout. Notre première invitée est Sabine Barle. Alors pourquoi ai-je voulu l'inviter? J'ai voulu l'inviter parce que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, il y a un an, l'un des premiers ouvrages sur lesquels je suis tombé et qui m'a beaucoup intéressé, c'est son livre intitulé « L'invention des déchets urbains, France 1790-1970 ». Alors, vous avez compris, la période à laquelle je m'intéresse, c'est en gros 1830-1870. Mais il me semble que c'est l'âge d'or de cette économie circulaire et que cet âge d'or a beaucoup d'importance pour la littérature et pour les arts. Alors je crois que ce livre, il me semble que j'ai dû l'acheter sur Internet parce que je crois qu'il est épuisé. Ah, il me semble l'avoir acheté sur Internet. Bon, j'espère qu'il n'est pas épuisé parce que c'est un livre très important et voilà de nouveaux objets d'histoire sur lesquels on travaille désormais. Depuis, j'ai lu donc d'autres articles de Sabine Barle, notamment l'un de ceux que je citais tout à l'heure, qui a trait au rôle des chiffonniers dans la propreté, dans le nettoiement, dans l'entreprise du nettoiement urbain. Voilà aussi un très beau sujet. Elle est professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en aménagement de l'espace et en urbanisme. Son travail porte donc principalement ses recherches sur l'environnement urbain, sur l'écologie territoriale. Il me semblait que c'était bien de commencer par quelques séances historique pour situer notre sujet. Alors j'ai oublié son titre parce que je n'ai pas pris un double de la liste des séminaires, mais il est là. Il est là, c'est parfait. Donc elle vous le présentera elle-même. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup de venir inaugurer cet ensemble de communication. Bien, merci beaucoup et je suis très honorée bien sûr d'être ici aujourd'hui. Donc cette communication s'intitule « Cette industrie dont le mode est repoussant doit être encouragée » et l'industrie dont il est question, c'est le chiffonnage, donc sur lequel je vais revenir pendant ces quelques minutes. Alors en fait, ce que je vais vous raconter va faire largement écho à ce qu'a dit Antoine Compagnon dans la première partie de son intervention relativement à l'histoire du chiffonnage. Et je vais donc insister sur ce rôle majeur qu'ont joué les chiffonniers dans le développement industriel de Paris. Alors mes sources sont très différentes et ma posture scientifique est très différente, mais finalement nous convergeons dans la mesure où il s'agit plutôt ici d'un travail d'histoire des techniques, d'histoire de l'environnement, d'histoire urbaine, qui repose alors sur des sources qui sont plutôt des sources issues de la littérature scientifique et technique, de la littérature hygiéniste, issue des archives publiques, des archives du département de la Seine, des archives de la préfecture de police, bon, peu abondantes malheureusement en ce qui concerne les chiffonniers, mais qui nous donnent quand même quelques informations sur cette activité.
Alors, ce dont je vais vous parler, en fait, ce travail que j'ai conduit il y a quelques années déjà, était donc un travail qui portait sur la question des déchets et qui a trouvé son origine dans le fait que j'étais extrêmement frappée de ne jamais voir dans les textes techniques, médicaux, hygiénistes du XIXe siècle employer le terme déchet pour parler de tous ces sous-produits dont on a vu l'importance dans l'heure qui a précédé. Ce mot déchet, bien sûr, existe. Le déchet vient du verbe déchoir. Un déchet, c'est une chute, et c'est un terme qui est en particulier employé dans l'industrie. Donc la chute, c'est une chute, c'est-à-dire ce qui ne sert pas, ce qui reste lorsque, par exemple, on a découpé un patron pour fabriquer un vêtement. Mais cette chute n'est pas utilisée, encore une fois, le mot n'est pas utilisé en milieu urbain, en tout cas en France, et au XIXe siècle. Et donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'absence du mot signifie celle de la chose ? Et ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, le déchet en tant que chose abandonnée, chose de nulle valeur, comme l'a dit Antoine Compagnon, n'existe pas, effectivement, dans les villes françaises et d'ailleurs dans une large mesure dans les villes européennes au XIXe siècle. Alors, on trouve une terminologie très riche autour des chiffons, etc., mais puis des termes plus génériques qui sont, par exemple, la boue, les immondices. Alors, les immondices, ils sont immondes, mais ça ne veut pas dire que ce sont des choses inutiles. Des ordures qui sont horribles, mais elles ne sont pas non plus inutiles. Et puis, d'une ville à l'autre, une terminologie très variée, mais je me concentrerai sur Paris. Alors, dans cette perspective, je vais aborder successivement 3 points. Le premier reviendra sur ce rôle fondamental des excrétas urbains. Alors, j'emploie le terme excréta pour éviter le mot déchet, et parce qu'il est parfois employé dans la littérature hygiéniste du XIXe siècle. Donc, les excrétas urbains, ce sont tous les sous-produits urbains qui vont des urines aux excréments, aux boues, en passant par les bouts de cigares, les chiffons et os et autres choses, et autres sous-produits. Et donc, je vais dans un premier temps observer quel est le rôle de ces excrétas, pourquoi est-ce qu'ils sont de plus en plus recherchés. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons l'effet que cette recherche a sur le métier de chiffonnier, sa structuration, sa transformation. Et puis, dans un troisième temps, nous viendrons plutôt à ce qui est le déclin, très lent déclin du chiffonnage, pour des raisons dont certaines ont déjà été évoquées tout à l'heure. Alors, ces excrétas urbains, comme je viens de le dire, sont au XIXe siècle des matières de plus en plus recherchées, d'une façon générale, alors je vais plutôt me concentrer ici sur celles qui concernent les chiffonniers, mais ça dépasse largement ça, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, avec pour le chiffonnier, donc comme on l'a vu, 2 matières principales qui sont d'une part le chiffon, alors j'insiste, c'est le chiffon d'origine végétale, on verra ce qu'il en est du chiffon d'origine animale plus tard, et puis l'os, alors je dis os pour ne pas confondre avec OEAU, donc les os, même si ce n'est pas très correct, des animaux qui font vraiment le dessus du panier, comme on le dit à l'époque. Alors, le dessus du panier, pourquoi ? Eh bien, parce qu'une chose tout à fait importante intervient à la fin du XVIIIe siècle, à titre très expérimental, et au début du XIXe de façon plus importante, c'est tout simplement l'industrialisation de la papeterie liée à la mise au point de la machine à papier. Alors cette machine à papier, elle voit des premières expérimentations en France à la toute fin du XVIIIe siècle, et puis dans la papeterie d'Essonne, donc au sud de Paris, cette invention est transportée en Angleterre, et c'est là qu'elle va vraiment être développée, perfectionnée, et ce qui est tout à fait, on peut dire, génial, en tout cas pour les contemporains, dans la machine à papier, c'est qu'elle permet de faire du papier en rouleau au lieu de faire du papier en feuille. Et donc ça permet tout simplement d'augmenter la production, la capacité de production de façon tout à fait importante, puisque jusque-là, il fallait faire du papier feuille par feuille, et donc cela demandait une main-d'œuvre et un temps considérable. Bon, à ça s'ajoute le perfectionnement de la fabrication de la pâte à papier elle-même, donc qui résulte du déchiquetage et du pourrissage des chiffons, donc une opération qui était
qui a été longtemps très lente et très puante d'ailleurs, et dont le procédé est accéléré aussi au XIXe siècle. Alors ça va engendrer une augmentation de l'offre qui va être très vite suivie par une augmentation de la demande. Donc ce que vous voyez ici en haut, c'est l'augmentation de la production de papier en France au XIXe siècle, donc avec un lent démarrage dans la première moitié, puis une explosion de cette production, et une production bien plus importante dans d'autres pays. Une consommation de papier qui touche bien entendu la presse, qui touche tout ce qui est imprimé, mais en fait le papier est très à la mode. On fait des tas de choses en papier, par exemple, on fait des fleurs en papier, c'est très très chic au XIXe siècle d'avoir des fleurs en papier pour décorer sa maison. Et donc, on va voir ces usages se multiplier. Et ceci engendre, bien entendu, l'augmentation de la demande de chiffon, sachant que pour faire 1 kg de papier, il faut 1,5 kg de chiffon. Donc, c'est quelque chose de tout à fait énorme. La collecte des chiffons se faisait au début du XIXe siècle dans les environs des papeteries, qui n'étaient pas souvent urbaines. Et ce que l'on va constater, c'est que dans les premières décennies du XIXe siècle, eh bien, cette collecte va s'urbaniser, tout simplement parce que le gisement est beaucoup plus dense et parce que, aussi, toutes choses égales par ailleurs, on consomme plus par personne dans les villes. Par conséquent, il est beaucoup plus intéressant d'aller récollecter ces chiffons en ville que de les collecter de façon éparse à la campagne. Donc voilà un premier effet sur le chiffon. Il faut savoir que le chiffon est une matière suffisamment importante pour qu'en France, son exportation soit interdite depuis 1771. Donc les chiffons n'ont pas le droit, on ne peut pas faire sortir le chiffon du territoire national. Et il y a par ailleurs un commerce international des chiffons. L'Amérique du Nord et l'Angleterre se battent pour conquérir les chiffons des pays qui ne sont pas producteurs de papier parce qu'ils en ont un besoin extrêmement important. Donc voilà pour cette industrialisation et pour finalement cette première matière qui est bien connue, mais qui de fait va jouer ce rôle fondamental dans le chiffonnage. Alors la deuxième matière qui a été évoquée tout à l'heure, c'est l'os. Alors ce qui est très intéressant dans l'os, c'est qu'il va avoir à la fois ses usages traditionnels croître, puisqu'on utilisait les os de fort longue date, et puis des nouveaux usages émerger en liaison avec l'industrialisation. Alors si je parle des usages traditionnels, je parle de quoi? Donc ici, on a sur la gauche une typologie des os telle qu'on la trouve dans la littérature, alors en gros dans les manuels d'industrie chimique, de chimie industrielle du XIXe siècle. Donc une typologie des os assortie à des usages. Dans les usages traditionnels, on trouve la fabrication de colle. C'est une colle qui sert en particulier à coller les chapeaux. Or, la chapellerie est en plein essor au XIXe siècle, donc on a besoin de colle pour coller les chapeaux. Comme usage traditionnel, on trouve aussi la récolte du suif, qui donne une matière qui permet de graisser les pièces mécaniques. La mécanique étant en plein essor, on a besoin de plus de suif. Et puis, bien sûr, les os servent aussi à fabriquer des objets par l'intermédiaire de la tabletterie, donc des objets qui peuvent être aussi bien des boutons que des objets que les femmes mettront dans leurs cheveux, des peignes, etc., ou des boîtes ou tout autre objet de décoration. Et là aussi, la tabletterie est en plein essor. Alors, à côté de ça, on va voir se développer des usages nouveaux qui sont liés, comme je le disais à l'instant, à l'industrialisation. Alors, un premier usage extrêmement intéressant, c'est l'usage d'un sous-produit de l'os qui est la gélatine. Alors en fait, chimiquement, la gélatine et la colle, c'est exactement la même chose. La terminologie diffère en fonction de l'usage. Au début du XIXe siècle, on commence à s'intéresser, on commence en tout cas à s'intéresser à l'alimentation d'un point de vue scientifique. Des chimistes commencent à mettre en avant le rôle de ce que nous appellerions aujourd'hui les protéines et qui étaient identifiées au XIXe siècle sous le nom d'azote. Enfin, l'azote existe toujours, mais c'est un des composants des protéines. Et donc, on se rend compte que dans la viande, il y a une teneur en azote plus importante que dans les aliments d'origine végétale. Donc l'enjeu de l'alimentation carnée, qui était déjà important, très symbolique, etc., le devient encore plus parce qu'on se dit que finalement, pour que l'ouvrier soit productif, il faut qu'il mange de la viande parce que la viande contient beaucoup d'azote et que l'azote, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, qui donne de la force. L'azote est un sujet tout à fait passionnant dont
Même Balzac a parlé en citant l'azote moral. Mais bon, revenons à notre azote. Donc la viande est trop chère pour l'ouvrier et on se dit que finalement on va trouver un succédané de la viande dans la gélatine que l'on va extraire des os, gélatine qui sera peu coûteuse puisque l'os est un sous-produit. Et donc la gélatine, un sous-produit du sous-produit. Alors cet usage ne s'est pas développé comme on le pensait, mais la gélatine va être très utile dans la fabrication de denrées alimentaires, alors plutôt recherchées, pas du tout destinées aux ouvriers, mais plutôt aux bourgeois, à travers la préparation des entremets. Les entremets sont à la mode, et on fait des blancs mangés, par exemple. Alors, on peut faire du blanc manger sans gélatine, mais beaucoup de recettes de blanc manger contiennent de la gélatine, et donc c'est un des débouchés de cette nouvelle matière. Et puis plus tard dans le siècle, plutôt dans le dernier tiers du XIXe siècle, la gélatine va trouver un nouveau débouché à travers la photographie et le développement de l'industrie des négatifs photographiques. Et donc, comme vous vous en souvenez, sur les négatifs photographiques, il y avait une couche de gélatine, et cette gélatine était initialement d'origine animale. Un autre usage nouveau de l'os, c'est la fabrication du phosphore, que l'on a évoqué à travers les allumettes. Ce phosphore, jusqu'au XVIIIe siècle, on l'extrayait de l'urine humaine, selon un procédé secret. Et on découvre, à la fin du XVIIIe siècle, qu'on peut en extraire de beaucoup plus grandes quantités des os. Alors au début, on ne sait pas très bien quoi faire de ce phosphore, c'est plutôt un objet d'amusement, puisque comme vous le savez, le phosphore, et le phosphore aussi explose, s'enflamme, etc. Donc dans les laboratoires de chimie, on s'amuse avec le phosphore. Parfois, on se fait mal et on se blesse avec le phosphore, jusqu'à ce que soit mise au point donc, cette fameuse allumette inflammable par frottement, pour laquelle on utilise une pâte au phosphore. Et l'industrialisation des allumettes débute en 1832, et très rapidement à Paris, on voit se multiplier les usines d'allumettes. Alors l'allumette, c'est génial, encore un truc génial, parce que ça permet d'allumer les bougies dont la production se multiplie au XIXe siècle, et on estime vers le milieu du XIXe que chaque Parisien consomme 5 allumettes par jour, d'où un besoin tout à fait considérable de ces allumettes, qui sont un peu dangereuses pour la santé, surtout pour les ouvriers. Et enfin, le fameux noir animal ou charbon animal dont on a déjà parlé, alors qui montre l'intrication qui existe entre l'histoire des chiffonniers et l'histoire au sens plus large du terme, puisque l'essor du charbon animal pour la clarification des sucres est lié au blocus continental. Donc au début du XIXe siècle, la France est privée de son sucre colonial, et c'est pour ça que l'on se tourne vers le sucre de betterave. Malheureusement, l'extraire du sucre des betteraves, c'est beaucoup plus compliqué que l'extraire de la canne à sucre, et donc le raffinage est lui aussi beaucoup plus complexe, et c'est là que l'on va voir toute l'utilité de ce charbon animal dont on avait remarqué les propriétés clarifiantes au tout début du XIXe siècle. Lorsque le blocus se termine, le sucre colonial revient. L'industrie du sucre de betterave, dans un premier temps, s'effondre. Elle reprendra plus tard dans le siècle la place qu'on lui connaît aujourd'hui aussi. Mais le procédé demeure, et donc il existe une très forte demande pour le noir animal ou charbon animal. Ce charbon est nettoyé régulièrement pour pouvoir être réutilisé, et lorsqu'on ne peut plus l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On le vend aux agriculteurs parce qu'il constitue un engrais très recherché. Il se vend plus cher aux agriculteurs qu'il ne se vend neuf aux raffineurs de sucre, si bien qu'on a effectivement une forme de circularité dans l'utilisation de l'os qui retourne in fine à l'agriculture. Il faut savoir que la recherche des os pour la fertilisation a été telle que l'on a été au XIXe siècle jusqu'à aller déterrer des ossements humains et animaux dans les champs de bataille en France et en Europe pour pouvoir les transformer en engrais destinés en particulier à la Bretagne et à la Vendée pour ce qui concerne la France. Alors, à côté de ça, de très nombreuses autres matières sont utilisées. Je disais tout à l'heure que pour le papier, on utilise des chiffons d'origine végétale. Le chiffon de laine
et au début du 19e siècle utilisé pour fournir des engrais. Alors c'est la deuxième fois que je prononce le terme d'engrais, ou troisième, ou je ne sais plus. Parallèlement aux besoins de l'industrie, il existe au 19e siècle un très grand besoin de l'agriculture en termes de fertilisants, puisque les fumiers de ferme sont jugés insuffisants, la population augmente, et donc ce que l'on cherche, tous azimuts, ce sont des engrais, et on va en particulier en chercher dans les villes, comme vous le verrez avec Victor Hugo, probablement la semaine prochaine, et avec son intestin de Léviathan, sachant que Victor Hugo décrit la situation de Londres et non pas la situation de Paris. Quoi qu'il en soit, donc une très forte recherche d'engrais, le chiffon de laine est dans un premier temps utilisé pour cela. Et puis, on va voir se développer, à partir des années 1830-1840, une autre utilisation, qui est la fabrication de laine nouvelle, qu'on appelle parfois la laine Renaissance, à partir de la laine ancienne. Alors, au départ, c'est une Bretonne qui vient à Paris chercher des vieilles chaussettes, qu'elle ramène en Bretagne, qu'elle détricote, et avec lesquelles elle fabrique de nouveaux draps. Et puis, progressivement, on va voir se mettre en place un système de récupération de l'ensemble des vieilles pièces de laine, chaussettes, draps, etc., que l'on va transformer dans ces ateliers d'effilochage qui se multiplient à Paris, mais aussi dans toute la France. Alors, on pourrait multiplier les exemples qui témoignent de la récupération. On en a déjà vu beaucoup tout à l'heure. Ici, vous avez la liste de ce que l'on peut trouver dans la Haute du Chiffonnier en 1800, autour de 1860, donc avec des matières très nombreuses. Ce qui est important aussi, c'est que le développement de la récupération et l'industrialisation engendrent de nouvelles productions. On l'a évoqué tout à l'heure avec les boîtes de conserve, qui permettent l'essor de l'industrie du jouet, une industrie très prospère, mais il en va de même avec le papier. Le papier va donner naissance à une nouvelle industrie qui est l'industrie du carton. Le carton qui lui aussi est très à la mode au XIXe siècle et permet de fabriquer non seulement des objets, mais aussi des meubles qui permettent d'agrémenter la maison bourgeoise, parce que, encore une fois, c'est un témoignage de modernité que de s'équiper en carton et donc en fleurs en papier, comme je le disais tout à l'heure. Donc une récupération qui est très importante, qui soutient l'industrie et qui est accompagnée, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une récupération généralisée, puisque en même temps, on va aussi récupérer les boues de la rue. Alors ça, ce ne sont pas les chiffonniers, c'est pour ça que je n'insiste pas là-dessus, pour fabriquer des engrais. On va récupérer les urines et les excréments des Parisiens pour fabriquer des engrais et pour fabriquer certains produits chimiques. Donc on est véritablement dans cette idée, dans ce besoin de ces matières premières. Pour se donner une idée justement de ce que cela représente, voici une estimation de la place de l'industrie, donc de ce que j'ai aussi appelé les matières premières urbaines dans l'industrie du département de la Seine. Alors, ce qui est représenté ici, c'est une exploitation tout simplement des enquêtes industrielles de 1847 et 1860. Pour chacune de ces dates, en bleu, c'est le chiffre d'affaires direct, donc lié à l'industrie des matières premières urbaines, et puis en rouge, c'est le chiffre d'affaires dérivé, par exemple, des raffineries de sucre qui utilisent le noir animal fabriqué dans des usines parisiennes. Donc vous voyez que ce poids est loin d'être négligeable. 11%, 15%, c'est très important, d'autant plus que ces chiffres sont tout à fait sous-estimés parce que dans la nomenclature de l'industrie telle qu'elle était employée en 1847 et 1860, on ne distinguait pas les différentes industries chimiques. Donc par exemple, là-dedans, on n'a pas le charbon animal, qui est pourtant quelque chose de très important. On n'a pas les engrais industriels qui sont pourtant fabriqués à partir de sous-produits urbains. Donc on pourrait probablement affirmer que le chiffre réel est de 50% supérieur à ce qu'il est annoncé ici. Donc ça signifie que finalement, on n'est pas du tout dans une affaire anecdotique, mais on est bien dans quelque chose qui soutient le développement industriel. Alors, ceci va conduire à ce qui est bien cet âge d'or du chiffonnage et du chiffonnier, qui va se manifester de différentes manières. D'une part, par le développement de la collecte, c'est ce que j'ai déjà indiqué, mais aussi par une structuration très importante de la profession jusqu'aux années 1870-1880. Alors, ces chiffonniers, on en a un peu la connaissance quantitative
par l'intermédiaire des archives de la préfecture de police, puisque, comme on vous l'a dit, ces chiffonniers sont répertoriés, ils doivent déclarer leur activité, et donc on trouve dans les archives, c'est ce qui est présenté sur la gauche, eh bien, la déclaration d'un chiffonnier avec sur la gauche son signalement, sa taille, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, de sa moustache, etc. Et puis sa garantie de bonne mœurs qui est donnée par ses collègues chiffonniers. Et ces chiffonniers doivent donc porter médaille de façon à pouvoir être identifiés dans l'espace public. Alors, ça nous donne, encore une fois, une idée du nombre, avec une augmentation importante du nombre de chiffonniers au XIXe siècle. Donc, vous voyez qu'en haut à gauche, c'est le recensement de 1829, qui nous donne 1841 chiffonniers répertoriés. Bien sûr, c'est beaucoup moins que ce qu'il en existe. Vous voyez que cette population se répartit pour 2/3 en hommes et 1/3 en femmes, donc une forte présence féminine. On chiffonne tard en âge, et tôt aussi, comme vous pouvez le voir ici, puisque c'est classé par âge. En 1872, donc cette image est un peu floue, mais je l'aime bien quand même, on voit ce nombre de chiffonniers porté à 12 000. Alors bien entendu, en 1872, Paris s'est agrandi, on a annexé les communes périphériques, mais il n'en demeure pas moins que ce passage de 1841 à près de 12 000 est tout à fait significatif, sachant qu'à la même époque, les estimations qui sont données par divers auteurs se montent plutôt à 50 000 chiffonniers lorsque l'on prend en compte tous ceux qui ne sont pas déclarés, qui sont les aides des chiffonniers déclarés, etc., etc. Donc une population tout à fait nombreuse et une population dont le revenu augmente, sachant que, effectivement, alors comment est-ce que l'on devient chiffonnier ? Si on regarde, il y a toute une commission dans les années 1880 sur le chiffonnage qui permet d'avoir accès à un certain nombre de témoignages de chiffonniers qui expliquent notamment comment ils sont devenus chiffonniers. Alors, on devient chiffonnier parce qu'on est fils de chiffonnier ou fille de chiffonnier. Ça, c'est un premier accès dans la profession. Le deuxième accès, c'est souvent le chômage. Par exemple, le chômage hivernal, puisque souvent les activités artisanales, enfin, on ne fait pas encore toujours la distinction entre artisanale et industrielle, cessent en hiver, et donc certaines personnes, certains ouvriers vont se tourner vers le chiffonnage l'hiver, mais des témoignages montrent que l'été revenu, ils ne retournent pas à leur ancienne activité, tout simplement parce qu'ils gagnent mieux en chiffonnant qu'ils ne gagnent en travaillant dans les différentes industries, fabriques et autres établissements parisiens. Donc il y a véritablement une augmentation, enfin en tout cas les sources convergent pour indiquer une augmentation du revenu du chiffonnier. Bon, bien sûr qu'il n'est pas un homme, qui est rarement un homme très riche, mais qui en tout cas préfère parfois chiffonner à travailler dans une fabrique, et puis une augmentation qui n'a pas de cesse, puisque vous voyez encore une estimation au début des années 90, alors que la profession est pourtant est déjà un peu compromise, où on arrive pour Paris et sa banlieue à 84 000 chiffonniers, si on exclut les marchands d'habits, etc. Et finalement, Gaëry estime à 500 000 en France le nombre de personnes qui sont employées dans l'industrie du chiffonnage et dans les industries dérivées. Donc encore une fois, un poids dans l'économie française qui est tout à fait considérable. À côté de ça, on va voir se hiérarchiser la profession. Dans la première moitié du XIXe siècle, en fait, on distingue 3 types de chiffonniers. Le premier, celui qui gagne le plus, c'est celui qui est en haut à gauche, qu'on appelle le piqueur, qu'on appelle aussi parfois le coureur. Donc ça, c'est lui qui va dans les tas d'ordures. Donc on n'a pas encore de récipient. Donc théoriquement le matin, mais souvent le soir, les citadins déposent devant leur porte leurs ordures immondices. Ils sont censés balayer devant leur porte et faire un tas avec la boue de la rue. Et puis le piqueur passe et ramasse ce qu'il souhaite récupérer. Après le piqueur, on a un autre chiffonnier qui est le secondeur. Alors le secondeur, c'est celui qui passe plus tard dans la nuit. Généralement, il a en fait une autre activité parallèle, mais il se dit, tiens, je vais peut-être pouvoir grappiller quelque chose, quelques restes dans les tas qui ont déjà été fouillés. Et puis, troisième chiffonnier, celui qui a la vie la plus dure, c'est celui qu'on appelle le gadouilleur. Alors le gadouilleur, lui, il va chiffonner, non pas dans la ville, mais dans les dépotoirs de boue qui se situent aux portes de Paris, ou bien
lorsque ces dépotoirs sont supprimés chez les agriculteurs, chez les cultivateurs qui utilisent les bouts de Paris dans leurs champs. Alors ce gadouilleur, sa vie est difficile parce qu'il doit aller plus loin, parce qu'il passe après tout le monde, parce que les matières qu'il essaye de récupérer sont très dispersées, donc il doit parcourir de très longues distances et il a une très longue distance, il faut qu'il récupère des quantités plus importantes parce qu'elles ont une moins grande valeur et c'est lui qui a la vie la plus difficile. À partir des années 1850, on voit apparaître un nouveau type de chiffonnier, c'est celui-ci, c'est le placier. Alors le placier, c'est un chiffonnier qui est en quelque sorte sédentarisé, c'est-à-dire qu'il a une ou plusieurs rues qui lui sont implicitement, en tout cas, réservées. Il s'est implanté dans ces rues. Alors généralement, il cherche les rues bourgeoises dans lesquelles on consomme beaucoup. Il s'est fait l'ami des bonnes, il s'est fait l'ami des concierges, il leur rend des petits services, etc. Et du coup, il est reconnu comme étant le chiffonnier de cette rue ou le chiffonnier de ces 2 ou 3 rues. Alors lui, il a le meilleur des matières, bien entendu, puisqu'il passe avant tout le monde, avant le piqueur, avant le secondeur, etc., etc., à tel point que la charge de placier se revend. On vend 100 francs, en gros, 100 à 120 francs une charge de placier dans les années 1860-1870. Ce placier qui apparaît dans les années 1850 de façon très informelle et très légère, si je puis dire, il va être encore plus pérennisé, si je puis dire, dans l'espace urbain à partir de 1870, parce que pendant le siège, on est dans une situation compliquée, comme vous le savez, pour tout un tas de raisons, mais un des problèmes qui est posé, c'est l'évacuation des ordures, puisqu'on ne peut plus faire sortir les ordures, les immondices et les boues. Donc, la préfecture impose aux Parisiens des boîtes qui précèdent celles de poubelle. Alors, à cette époque-là, ça n'est pas une boîte par immeuble, c'est une boîte par appartement, et les placiers vont se faire les gestionnaires des boîtes. Et c'est comme ça qu'ils vont se développer, puisqu'ils vont rendre un service nouveau aux habitants des maisons en s'occupant de sortir les boîtes, de faire en sorte qu'elles soient vidées, etc., etc. Alors c'était un vrai chaos parce qu'il y avait plein de boîtes dans les rues, puisqu'il y avait une boîte par appartement. C'est pour ça qu'on a fait plus tard, on a choisi de faire une boîte par immeuble. Donc ça a l'air anecdotique, mais ce n'est pas si simple que ça. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les chiffonniers eux-mêmes. Bon, une hiérarchie entre le chiffonnier riche, qui est le placier, et le plus pauvre, qui est le gadouilleur. Et puis, on va voir aussi une hiérarchie s'introduire entre les chiffonniers et puis ceux à qui ils revendent leurs chiffons, avec la multiplication de ce que l'on appelle les maîtres chiffonniers. Donc les maîtres chiffonniers, ce sont ceux auxquels les chiffonniers qui ont trié leur matière vont aller vendre leurs produits. Alors le chiffonnier fait un tri assez sommaire, et ce sont chez les maîtres chiffonniers que l'on va procéder à un tri plus précis, plus fin des différents chiffons, mais aussi des différents objets, des différentes matières qui sont fournies par ces chiffonniers. Et donc vous voyez qu'on passe en 1853 de 100 maîtres chiffonniers à Paris à entre 300 et 400 en 1883, auxquels s'ajoutent 400 négociants qui emploie donc en gros 13 000 personnes, essentiellement une main-d'œuvre féminine, comme on peut le voir très bien sur cette gravure d'un atelier de triage des chiffons. Et ce sont eux, bien sûr, qui vont bâtir les plus grandes fortunes, plus grandes, bien sûr, que celles des chiffonniers eux-mêmes. On voit la même chose, on parle beaucoup de chiffon, de chiffonnage, mais il faut bien garder présent à l'esprit que c'est un terme un peu générique qui englobe aussi d'autres matières. Donc voici ici un atelier de triage des verres cassés, puisque de la même façon qu'il y a différentes sortes de chiffons, il existe différentes sortes de verres qui peuvent être utilisés à différentes fabrications, et donc il est important de pouvoir les trier de façon optimale. Alors à cet essor de l'activité des chiffonniers, cette hiérarchisation, cette structuration de la profession, à l'augmentation des gains, va s'ajouter une transformation ténue mais importante quand même de la manière dont ces chiffonniers sont perçus, notamment par les autorités, dans Paris en particulier. Ce qui est indiqué ici, ce sont deux textes qui ont
pour vocation d'être comparé. Alors en fait, mon problème, c'est que comme je n'ai pas mes lunettes, je ne les vois pas. Mais si je me tourne, je les vois. Le premier texte est le préambule de l'ordonnance de 1828 qui fixe un certain nombre de dispositions relativement à l'exercice du chiffonnage et notamment au port de la médaille, à l'enregistrement, etc. Et si on regarde ce préambule, ces attendus, on voit qu'ils sont entièrement négatifs, c'est-à-dire que le chiffonnier est présenté comme une personne absolument nuisible, une gêne dans l'espace public, parce que déjà ils échappent à toute espèce de recherche et de surveillance, ils nuisent à la propriété, à la propriété certainement, mais à la propreté surtout, de la voie publique en éparpillant avec leurs crochets les immondices dans lesquels ils font leurs recherches. Les enfants deviennent des vagabonds, ils deviennent les auxiliaires des malfaiteurs, etc., etc. Et donc ça motive cet encadrement très fort de la profession de chiffonnier. Et puis, progressivement, ce que l'on lit dans les textes, encore une fois, les textes de l'administration, les textes techniques, c'est que le chiffonnier devient en quelque sorte un mal nécessaire. Ça, c'est très bien rendu parce qu'il m'a servi à donner un titre à cette intervention. Dans la commission municipale relative à la réforme des boues en 1862, qu'est-ce qu'on lit ? Cette industrie dont le mode est repoussant, tout le monde est d'accord pour dire ça, doit être encouragée. Elle doit être encouragée parce que, finalement, elle rapporte de l'argent, elle permet l'essor industriel de la capitale et rapporte donc au moins 1 500 000 francs par an, mais engendre beaucoup plus de revenus par ricochet. Cette idée du chiffonnage mal nécessaire, elle va vraiment traverser le Second Empire. Elle est encore un peu présente dans les années 1880, mais on va voir que bientôt, elle va se déliter pour un retour vers une vision plus négative de ce chiffonnier. Alors ça m'amène à ma troisième partie, donc crise et remise en cause du chiffonnage, parce que je pense qu'il est aussi important de savoir comment les choses se développent, prennent de l'ampleur, que de savoir comment finalement elles disparaissent. Et ce qui va se passer, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, c'est que plusieurs choses vont se passer plus ou moins simultanément. C'est tout simplement l'émergence de nouvelles matières premières. Alors, pour ce qui concerne, je vais commencer par le chiffon parce que c'est un cas tout à fait emblématique. Ce qui s'est passé dans le cas du chiffon, c'est que le chiffon qui a permis l'essor de l'industrie du papier va en devenir, dès les années 1850, le facteur limitant. Tout simplement parce que le gisement est limité par la consommation qu'en font les Parisiens notamment, mais tous les habitants, les citadins, les citoyens, les hommes, les femmes, etc. en général. Et ceci va engendrer deux choses. La première, c'est que le prix du chiffon augmente d'une façon considérable. Et deuxièmement, que les papetiers se sentent et sont pieds et poings liés vis-à-vis des maîtres chiffonniers, puisque finalement, ce sont les marchands de chiffon qui font le prix du papier. Les papetiers vont se lancer dans ce qu'on appellerait aujourd'hui de la recherche-développement, soyons un peu anachroniques pour une seconde, c'est-à-dire qu'ils vont chercher ce que l'on appelle alors un succédané du chiffon. Ça fait très longtemps qu'on le cherche, ce succédané du chiffon. Mais on va avoir un investissement beaucoup plus massif dans la recherche de ce succédané, tout simplement parce que les papetiers veulent sortir des griffes des marchands de chiffon. Et dès les années 1850, sont mises au point les premières pâtes d'origine végétale, puisqu'on a bien compris que ce qui donne, en fait, ce que le chiffon donne au papier, c'est sa ténacité, le fait que le papier tient et ne s'effrite pas. Et on comprend que c'est finalement la cellulose, donc cellulose d'origine végétale, qui donne cette ténacité. Donc on fait beaucoup d'expériences. Dans un premier temps, on utilise deux matières qui semblent être, dont on pense au début qu'elles seront vraiment celles qui feront le nouveau papier. C'est la paille, tout simplement parce que la paille est abondante et peu chère. Et la deuxième, c'est le sparte. Le sparte, c'est une graminée qui pousse dans le bassin méditerranéen. Et pour la France, on pense que l'Algérie sera le principal gisement de sparte et donc permettra le maintien de l'industrie papetière. Cela dit, la paille et le sparte donnent des papiers d'assez mauvaise qualité et on se tourne progressivement vers le bois.
qui va fournir donc le succédané du chiffon, bien que l'on ait fait du papier à la paille et au sparte à la fin du XIXe siècle et encore au début du XXe. Deuxième matière qui se développe, ce sont tout simplement les matières plastiques qui vont concurrencer les os dans leurs usages pour la fabrication de boutons, de boîtes, de peignes, etc. etc. Donc ce qui est les dés que vous voyez ici en haut, ce sont des dés en celluloïd. Alors le celluloïd, c'est la première matière plastique mise au point dans les années 1860 avec laquelle on fait aussi des faux cols et des plastrons et qui a au début la propriété de s'enflammer. Donc c'est un peu gênant. De temps en temps, on lit dans les journaux « Un homme aujourd'hui s'est enflammé ». Et c'était au sens propre du terme, donc ce qui devait être très désagréable pour lui. Donc le celluloïd va concurrencer les os. Et puis un peu plus tard, c'est ce que vous voyez en bas à droite, tout simplement la bakélite, qui est la première matière plastique issue de la carbochimie et de la pétrochimie. Bakélite qui est mise au point par un ingénieur qui s'appelle Becquel et qui au début est mise au point pour donner un succédané de l'ivoire pour fabriquer des boules de billard et qui va devenir la matière plastique que l'on sait. On va voir aussi se développer les engrais à la fois fossiles et industriels. J'ai parlé du phosphore tout à l'heure qui permettait notamment de fertiliser les sols. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on découvre les phosphates fossiles en France. Alors à chaque fois qu'on découvre un gisement de phosphate fossile en France, la presse locale s'en fait écho parce qu'on se dit ça y est, c'est la fortune, on a des gisements d'engrais tout à fait extraordinaires. Bon, progressivement, cette industrie des phosphates fossiles va se déplacer notamment en Amérique du Nord et en Afrique du Nord, où elle est encore extrêmement importante. On va voir se développer aussi pour d'autres engrais qui se concernent moins les chiffonniers, les engrais basés sur l'extraction de l'azote de l'air grâce à la mise au point du procédé Haber-Bosch au tout début du XXe siècle. Ce procédé Haber-Bosch qui va permettre dans un premier temps de fabriquer des explosifs qui vont montrer toute leur utilité pendant la guerre de 14-18 et qui va créer un ensemble d'usines d'explosifs qui seront plus ou moins inutiles pendant l'entre-deux-guerres et que l'on va convertir en usines d'engrais de façon à pouvoir les reconvertir en usines d'explosifs dès que le besoin se fera sentir, et il se fera sentir. Donc on voit émerger un certain nombre de matières qui, alors dans un premier temps, ne vont pas concurrencer les excréta urbains. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, on peut dire que ces matières viennent les compléter. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de ramasser du chiffon, on ne va pas arrêter de ramasser des os, mais on va aussi utiliser des phosphates fossiles, on va aussi utiliser des matières plastiques, etc., etc. Et puis progressivement, à partir de l'entre-deux-guerres, on va avoir une véritable concurrence, d'autant plus que les gisements offerts par les nouvelles matières sont beaucoup plus importants. Ces matières nouvelles sont parfois plus faciles d'utilisation, elles sont moins chères, moins chères parce que le chiffonnier, certes, ne gagne pas énormément d'argent, mais on a beaucoup d'intermédiaires. Et donc, finalement, les matières des chiffonniers vont être, j'ai déjà dit finalement, concurrencées. Une autre chose qui intervient, qu'on a évoqué tout à l'heure de façon importante dans les 2 dernières décennies du XXe siècle, c'est l'évolution de la collecte des ordures. Et ça, c'est assez intéressant parce que le point de vue des hygiénistes sur le chiffonnage va devenir, qu'on pourrait dire, très radical à partir des années 1880. Et va induire une condamnation renouvelée de ces activités pour leur insalubrité. Au début des années 1880, Paris vit des étés très chauds et donc est empuanti, ce qui donne naissance à ce qu'on a appelé la commission des odeurs. Et parmi les causes de ces mauvaises odeurs qui sont pointées du doigt, il y a les ordures et les immondices. Donc ceci conduit au fameux arrêté poubelle de 1883, qu'on a appelé aussi l'arrêté des ingénieurs, parce que ça c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant dans cette affaire des ordures, des immondices et des boues, c'est que tout au long du XIXe siècle, les ingénieurs se sont en quelque sorte emparés de l'espace public et l'ont transformé, l'ont remodelé en y introduisant de très nombreux réseaux
les réseaux de distribution d'eau, les réseaux d'égouts, les réseaux de gaz, un peu plus tard les réseaux d'électricité. Et il y a une chose qui a échappé au réseau, et ce n'est pas faute d'avoir cherché, ce sont bien les ordures qu'on n'est jamais arrivé à mettre dans un tuyau. Donc les ingénieurs trouvent quand même que le système de balayage, etc., c'est quelque chose de tout à fait peu efficace. C'est une gestion d'un flux tel qu'ils le conçoivent qui mérite d'être améliorée. Et donc ils sont très favorables à l'utilisation de récipients, qui est une façon de rationaliser en quelque sorte la collecte des ordures et des immondices. Alors dans un premier temps, l'arrêté poubelle stipule que les récipients devront être sortis 15 minutes avant le passage des tombereaux. Ça signifie que les chiffonniers ne pourront plus travailler. Donc il y a une très grande bataille qui est engagée, qui devient une bataille politique de très grande envergure, mais qui fait qu'on a un assouplissement de l'arrêté poubelle, qui fait que les chiffonniers sont autorisés à vider les récipients sur une toile cirée de façon à pouvoir récupérer ce dont ils ont besoin. Cela dit, ces matières qui ont été mélangées avec d'autres sont de moins bonne qualité. Les os se sont piqués, les chiffons sont salis, le papier est sali lui aussi, et donc la matière elle-même étant dégradée, elle va se vendre de moins en moins cher. Du coup, la concurrence émergente que j'évoquais tout à l'heure sera d'autant plus importante que les matières utilisées par les chiffonniers seront dégradées. Alors, il y a une tentative faite par l'administration parisienne pour compenser la perte des chiffonniers, qui vise en quelque sorte à les transformer en salariés de la ville de Paris, puisque ce que vous voyez apparaître ici à droite et qu'on voit aussi en haut à gauche, c'est un nouveau dispositif qui permet de faire monter de façon mécanique les récipients d'ordures dans le tombereau. Et donc pour faire fonctionner ça, la préfecture de la Seine propose d'embaucher des chiffonniers qui pourront chiffonner dans la boîte et qui seront rémunérés pour l'aide qu'ils donnent aux conducteurs de tombereaux. Et on appelle ces chiffonniers des chiffonniers tomberotiers. Alors l'administration promet d'embaucher 1200 personnes dans les années 1880. Finalement, elle n'en embauchera que 500 à 600, donc sera en dessous de ces promesses. Alors plus tard, ce qui se passera, c'est qu'avec l'essor du volume des ordures, on va mettre en place les bennes tasseuses dans l'entre-deux-guerres, et qui dit tassement des ordures dit dégradation totale de ces matières qui seront très difficiles à trier. La conséquence de tout ça, c'est que effectivement, à partir de la toute fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le nombre de chiffonniers va commencer à décroître. Alors ça, c'est des chiffres qui datent de 1902, qui sont liés à une enquête très importante qui a été réalisée de façon à essayer de comprendre où en était l'industrie du chiffonnage. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que les gains décroissent. Alors, vous voyez ici une estimation du gain des chiffonniers. D'après la récolte, vous voyez d'ailleurs la quantité qu'il est nécessaire de récolter pour pouvoir vivre. Un placier, pour gagner, c'est même pas 3 francs par jour, doit récolter 100 kg de matière. C'est quelque chose d'énorme, puisque sachant qu'il faut les transporter, etc. Le chiffonnier gadouilleur doit récolter 50 kg de matière, il doit les transporter chez lui. Donc c'est des conditions de travail qui sont bien entendu extrêmement difficiles. Donc vous voyez que les chiffres qui sont indiqués ici montent au maximum 4 francs par journée, quand dans les années 1860, on atteignait des revenus de l'ordre de 7 francs par journée de travail. Alors, bien sûr, il faudrait mettre ça en francs constants, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien cette chute des revenus. Par rapport à ça, et j'en ai presque fini, l'administration parisienne, dans un premier temps, va tenter quelque chose qui est ce que l'on appelle, et alors ça c'est une quête internationale, l'industrialisation du chiffonnage. C'est-à-dire que, alors en France et à Paris probablement plus qu'ailleurs, on est convaincu qu'il faut continuer à récupérer les matières, alors qu'en Angleterre on s'en fiche déjà. Et ce qu'on se dit, c'est que finalement, plutôt que d'avoir une activité insalubre, peu efficace, etc., il faut, comme pour le reste, industrialiser, et donc non plus procéder au chiffonnage dans la rue, mais chiffonner dans une usine, donc dans une usine qu'on appelle usine de broyage, usine de trituration, dans laquelle on va pouvoir récupérer les différentes matières. Ce qui s'est passé dans les faits, c'est que ces usines de trituration se sont avérées très peu rentables,
pour toutes les raisons qu'on a déjà vues, la concurrence des autres matières, etc., etc., et que beaucoup d'entre elles ont été progressivement transformées en usines d'incinération, sachant que l'incinération existe en Angleterre depuis les années 1860, mais elle avait été jusque-là refusée par notamment les ingénieurs français et les chimistes français qui disaient « incinérer, c'est réduire en fumée des matières qui ont une valeur ». Alors, pourquoi est-ce que finalement on s'est réduit à l'incinération ? Pour deux raisons. D'une part, pour les concurrences que j'ai évoquées tout à l'heure, et d'autre part, parce que l'on découvre au début du XXe siècle qu'avec l'incinération, on peut procéder à une autre forme de valorisation, qui est la valorisation énergétique. Et c'est ça qui va motiver la transformation, le recours massif à l'incinération, à partir en particulier de l'entre-deux-guerres. Cela dit, ces transformations font que les chiffonniers sont donc de moins en moins nombreux. Dans l'entre-deux-guerres, on chiffonne toujours à Paris. On va beaucoup chiffonner pendant la guerre. Il faut savoir aussi que la récupération sera un mot d'ordre du régime nazi à travers la notion d'autarchie et qui fait de la récupération, de la valorisation et du recyclage un de ses maîtres mots. Cela dit, le chiffonnage est condamné et en 1946, un texte interdit le chiffonnage à Paris. Ce texte soulève un tollé tout à fait important qui est restitué dans cet article du Pays du 4 décembre 1946 où les chiffonniers font entendre leurs arguments pour dire qu'ils sont utiles. Et c'est vrai que pendant la guerre, ils ont été extrêmement utiles et qu'ils vont le demeurer, mais il n'en demeure pas moins que cette activité est condamnée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter en 1946 de chiffonner, mais qu'on chiffonnera de moins en moins. On peut encore trouver des personnes aujourd'hui qui ont connu des chiffonniers dans les rues de Paris. Nous avions une très vieille concierge qui nous racontait la venue des chiffonniers dans notre immeuble. Mais l'activité, encore une fois, est condamnée. Alors, on va continuer. La récupération, elle existe toujours, en particulier la récupération des métaux, mais c'est une activité qui va se développer hors de l'espace public. Et c'est ça aussi qui est important dans la fin de cette histoire, c'est que c'est toute une population, toute une série d'activités qui vont quitter l'espace public, qui est déjà en pleine décrépitude, si je puis dire, par l'automobilisme, du fait de l'automobilisme qui a retiré à la rue, à la voirie, à l'espace public, une grande partie de ces activités sociales, commerciales, ludiques, etc., etc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je crois que c'était une excellente introduction à toute notre réflexion. Avec en effet la confirmation de l'idée que le moment de Baudelaire est le grand moment de la chiffonnerie, dont on voit la montée en puissance, puisque vous nous avez montré l'ordonnance de 1828, qui est encore négative à l'égard de la chiffonnerie, alors que sous la monarchie de Juillet, elle commence à prendre un rôle essentiel, et bien sûr sous le Second Empire. Et puis vous avez montré, en effet, vous l'avez rappelé, que dès la Commune, il y a un déclic qui met en cause le rôle de la chiffonnerie. Donc, c'est un moment où on commence à comprendre qu'il y a d'autres organisations possibles de l'organisation, du traitement des déchets. L'autre remarque que je voudrais faire, il y a en effet toute cette classification de la chiffonnerie, de la profession, mais le mythe culturel, esthétique, littéraire, il est associé à la figure du coureur ou du piqueur. C'est exclusivement lui qui est toujours représenté, que ce soit par Daumier, par Gavarni, c'est lui qui est partout, qui est ce modèle avec sa hotte et son croc. Et ce n'est pas le placier qui est sédentaire, ce n'est pas le gadouilleur, c'est véritablement le piqueur ou le coureur qui est le type parisien. C'est celui qu'on voit, c'est celui qui joue un rôle. Oui. De toute façon, en nombre,
le piqueur, on trouve beaucoup plus de piqueurs que de placiers. Mais c'est vrai qu'en termes de contribution à l'industrie, je crois qu'il joue un rôle similaire. Et en fait, quand j'ai commencé ce travail sur les déchets, ce qui n'était pas encore les déchets, j'ai pris soin de ne pas, ce que je ne fais pas d'habitude, de ne pas me référer à la littérature, justement pour ne pas introduire un biais dans l'analyse que je voulais faire, qui voulait restituer une place du chiffonnier dans l'activité industrielle et dans l'activité de nettoiement. Et donc c'est vrai que là on voit un décalage entre cette symbolique, toute cette esthétique, cette présence littéraire, et puis ce dont nous rendons compte d'autres sources plus techniques, où on voit apparaître d'autres figures qui sont par exemple celles du placier. Oui. Alors, on pourrait discuter de tout ce que vous avez dit très longtemps, parce que tout est très intéressant. Dès que je soulignais tout à l'heure qu'il y a une sorte de retard de la chimie sur la révolution industrielle, et que c'est ça qui donne cette sorte de fenêtre d'opportunité pour cette activité de chiffonnerie. La chimie prend le relais à un certain moment. J'ai l'impression quand même que quand on regarde, en tout cas, tout ce qui s'est fait sur les eaux, oui, et sur les engrais urbains, les chimistes ont joué un rôle majeur. C'est-à-dire que les chimistes ont défendu vraiment la valorisation des sous-produits urbains. Et alors, ce qu'ils ont progressivement montré, c'est que certains produits urbains que les usagers ou les industriels croyaient de très bonne qualité ne l'étaient pas vraiment. Mais il n'en demeure pas moins que les chimistes font partie de cette histoire. Et oui, qu'il existe au XIXe siècle une véritable chimie urbaine. Oui, non, ce que je veux dire, c'est la chimie organique. C'est le développement de la chimie organique qui invente des succédanés à l'ensemble de ces sous-produits de l'activité urbaine. Oui, mais à part que dans les urines et les excréments, dans les analyses d'urine et d'excréments, on commence à voir quand même tous les travaux de Boussingault, de Liebig et compagnie jouent un rôle important là-dedans. Alors il y aurait aussi un autre aspect, mais on le développera dans d'autres cours, alors que le traitement des déchets est un problème qui se pose dans toutes les villes, le chiffonnier est un type parisien. Le chiffonnier est un personnage parisien. Hein, et ce n'est pas seulement les textes littéraires qui le disent, c'est aussi l'économie du déchet n'est pas organisée de la même manière dans d'autres métropoles. Alors c'est vrai, et c'est vrai que par exemple en Angleterre, les chiffons sont vendus dès le départ. Alors qu'en France, le chiffon est au départ donné, c'est-à-dire que c'est parce que quelqu'un l'a jeté que le chiffonnier a pu le récupérer. Et c'est parce qu'il accède à des matières gratuites qu'il peut survivre, sinon ça ne serait pas possible. Donc en Angleterre, le chiffon est vendu. Dans certaines villes, la collecte se fait directement auprès des citadins, sans qu'il y ait toujours passage par le dépôt dans la rue. Alors il y a toujours des dépôts dans la rue d'immondices, mais dans certaines villes, les bonnes en particulier vont mettre de côté ce qu'elles vont donner à un récupérateur. Donc les récupérateurs existent, mais le circuit n'est pas le même. Voilà, l'organisation du travail et des relations entre les fournisseurs de sous-produits et les récupérateurs ne se fait pas de la même façon. Et Paris, ce qui se passe, c'est que Paris, c'est le gisement. C'est-à-dire que pour la France, on pointe cet endroit comme le lieu du sous-produit, du fait de la concentration de population qui est tellement énorme que ça apparaît comme vous l'avez dit, une véritable mine d'origine anthropique, dirait-on, mais une mine. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux images. Il y a à la fois celle du mineur et celle du chasseur, qui dans beaucoup de textes, qui se font concurrence, parce qu'il est une sorte de variante du mineur, mais aussi une variante du chasseur en milieu urbain. On parle beaucoup de récolte aussi, on a cette impression de oui, il y a collecte et récolte qui apparaît assez fréquemment, peut-être plus fréquemment que celle de mineurs même. Oui. Mais c'est vrai que dans les débats qu'on a aujourd'hui, quand on parle beaucoup de mines urbaines dans les discussions sur l'économie circulaire, et ça renvoie quand même à ces images du 19e siècle. En tout cas, ce qui est
parce que l'image dans cette période, c'est, enfin moi ce qui m'en reste, c'est ça que je voudrais bien exploiter, c'est cette idée que tout est exploitable, hein, qu'il n'y a aucun déchet qui n'ait pas de valeur, hein, y compris les boues qui sont ramassés en dernier et qui servent à faire les meilleures asperges de la région parisienne. Hein, c'est vrai. Et qui sont vendus aux maraîchers de la région parisienne. Oui, l'exploitation des boues joue un rôle fondamental dans le développement du maraîchage et le succès de ce maraîchage et le revenu que les cultivateurs en tirent. Donc il y a une prospérité maraîchère qui est intimement liée à l'exploitation des boues de rue de Paris. Oui. Et quand on va je crois que tout le monde connaît les murs à pêche de Montreuil, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Les murs à pêche, oui, où étaient cultivées les fameuses pêches délicieuses de Montreuil. Donc si vous avez l'occasion de vous y promener, gratouillez la terre, vous verrez que dans cette terre, il y a beaucoup de petits morceaux, tessons, pièces métalliques, etc., qui sont en fait liés au fait que les engrais utilisés étaient les boues de Paris et qu'elles n'étaient pas complètement pures. Et donc, on trouve encore la trace de ces matières dans, les déchets, dans le sol des murs à pêche. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je crois que c'était une excellente introduction parce que ça nous montre l'importance de ce thème.